Donc, on passe à la présentation suivante. Et donc, on va accueillir pour le projet CAFES. Donc, on va accueillir Clémence et puis Sébastien. Donc, Clémence Roseau et Sébastien Rapinel qui vont nous faire la présentation du projet. Celui-ci, pardon. C'est bon? Ouais. Ok, déjà bonjour à tous. Donc moi je vais vous parler plutôt du programme CAFES, donc de cartographie des zones humides, des fonctions écologiques des zones humides de la vallée estérienne de la Seine. Et donc voilà, je vais présenter ça avec Sébastien Rapinel, mais globalement c'est quand même un travail d'équipe avec plusieurs labos et structures privées que je représente aujourd'hui, donc ICI, et donc plein de labos associés avec chacun leur thématique particulière. Okay. Donc, comme vous le savez tous, donc les zones humides, c'est des écosystèmes propices donc, à la transformation et au flux de la matière organique et qui remplissent donc des fonctions biogéochimiques nombreuses, dont spécifiquement pour ce projet, le stockage de carbone et la dénitrification. Donc, les zones humides spécifiquement dans l'estuaire de la Seine, donc elles sont soumises donc, à plusieurs gradients. Donc la salinité, l'humidité, plusieurs pressions anthropiques, donc les pressions agricoles, les pressions de toute forme d'artificialisation. Je suis arrivée. Et donc il y a des différents niveaux de protection qui sont mis en place avec les PNR, les réserves naturelles, etc. Et donc, il y a aussi beaucoup de diversité de gestion, que ce soit hydraulique, les modes de gestion agricole. Donc, bon, voilà, ça fait tout un pool en fait, de mixité, de fortes dynamiques de sources en tout genre. Et ces dynamiques, en fait, qui soient spatio-temporelles, influencent fortement les fonctions biogéochimiques. Ces dynamiques, elles sont donc très importantes et assez difficiles à étudier. Et pour les étudier efficacement, en fait, il faudrait déployer une stratégie terrain qui est soit très coûteuse en temps, soit très coûteuse en argent. Et donc, pour ce projet, ce qu'on a essayé de mettre en place, en fait, c'est une approche finalement hybride entre du terrain et de la télédétection, donc l'usage des données d'observation de la Terre. La question scientifique qu'il y avait derrière tout ça, donc, c'était comment cartographier en fait, les dynamiques spatio-temporelles des fonctions biogéochimiques des zones humides estuariennes. Donc ça, c'est la question principale qu'on s'est posée durant ce contrat. Et donc, pour répondre à ça, on avait 3 objectifs. Donc, le premier, c'était de délimiter et caractériser les zones humides de l'estuaire de la Seine à l'échelle très fine. Le deuxième, c'était de suivre les dynamiques intra- et interannuelles de la végétation et de l'hydrologie, parce que dans notre étude, on étudie l'année 2022 et 2023. Et le troisième, c'était d'évaluer donc les fonctions de stockage de carbone et de dénitrification pour ces 2 années. Pour répondre à ces 3 objectifs-là, donc on a mis en place une approche globale qui se démontre en trois volets. Le premier, c'était plutôt donc, de la collecte de données. Donc pour l'année 2022 et 2023, donc on a encadré des campagnes terrain assez importantes pour des relevés de végétation, donc des relevés floristiques pour l'année 2022 et des relevés biogéochimiques pour l'année 2023. On a aussi récupéré beaucoup de données d'observation de la Terre, donc en tout genre, des données satellites, des produits nationaux européens qui existaient déjà, des données météorologiques, hydrologiques, et donc on a profité aussi de la campagne LIDAR effectuée par le GIP. Toutes ces données, ce qu'on en a fait après, donc le but c'était de produire et de spatialiser plusieurs déterminants du fonctionnement biogéochimique des zones humides. Ces déterminants, donc il y en a 10 et Sébastien va vous en parler plus précisément après. Ces déterminants, ils se regroupent sous plusieurs thématiques. Donc le premier, ça va être des cartographies d'occupation du sol, des usages ou des pratiques agricoles.
On va avoir aussi des cartographies des végétations, donc des habitats, des indices fonctionnels, donc indicateurs de la productivité primaire par exemple, de la saisonnalité, etc. Des indicateurs comme des AGME, donc c'est des unités hydrogéomorphologiques. Donc c'est l'espace dans lequel les fonctions d'une zone humide va s'exprimer de manière homogène, et donc de cartographier ces unités-là. Et donc aussi des indicateurs d'humidité du sol et de fréquence d'inondation. La troisième partie, donc vous l'aurez compris, c'est d'atteindre l'objectif final, donc de cartographier les deux fonctions sur lesquelles on s'est focalisé, voilà, j'ai cherché, j'allais dire focusé. Et donc de cartographier ces fonctions-là, donc à l'échelle du bassin, de l'estuaire de la Seine. Et donc en dernier volet, on va parler de comment on a essayé de valider en fait toute cette étude-là. Donc notre terrain de jeu, on va dire, donc voilà, c'est tout ce qui s'étend du Havre au barrage de Pose. Et donc c'est le lit majeur de la Seine qui fait à peu près 51 000 hectares. Pour les données de télédétection qu'on a utilisées, donc on a utilisé des données, une série temporelle en fait Sentinel-2, donc à 10 mètres de résolution spatiale. Donc là c'est une donnée optique qui nous permet d'avoir plusieurs indicateurs, donc par exemple des indications de productivité primaire, de saisonnalité, avoir une forte variabilité temporelle. On a utilisé des images Landsat, donc là c'était plutôt pour la fréquence d'inondation si je ne me trompe pas. On a utilisé donc des images spot. Donc là, c'est des images qui ont une résolution spatiale de 1,5 m, donc très très fine. Ces données, on a pu les récupérer avec le programme Dynamis. En fait, c'est un programme qui permet à toute entité publique en fait, d'avoir accès à des images satellites avec un certain quota annuel. Mais donc, ces images, elles sont téléchargeables pour qui veut finalement pour les utiliser, donc c'est assez intéressant. Donc on a aussi utilisé des images Sentinel 1, donc ça c'était plutôt des images radar qui ont été utilisées pour l'humidité du sol, et donc des données aéroportées LIDAR, donc pour tout ce qui est microtopographie, et donc voilà, dériver les végétations aussi, voilà, la hauteur des végétations, voilà, tout type d'informations très intéressantes pour justement les zones humides, enfin notamment quoi. Pour ce qui est des données floristiques, donc là c'est une campagne terrain, enfin plusieurs campagnes terrain qui ont eu lieu en 2022. Cette campagne terrain, donc, elle a été assez imposante, et en plus de cette campagne terrain, il y a eu tout un travail de recherche de tout type de données d'archives, donc bibliographiques, mais aussi qui étaient à disposition dans les PNR, RNN, etc., pour avoir un jeu de données solide et vérifié. Donc là, le tableau un peu illisible, c'est juste pour vous montrer que cette base de données, voilà, c'est sous forme de base de données et qu'elle est utilisable par qui veut finalement. Donc il y a vraiment eu un gros travail là-dessus. Et donc on a pu obtenir un peu moins de 2000 relevés floristiques exploitables, ce qui est quand même un gros travail, quoi. Concernant la campagne biogéochimique, donc là c'est une campagne qui s'est effectuée par 4 fois en 2023 pour avoir un suivi saisonnier, donc une fois en mars, en juin, en septembre et en novembre. Ces campagnes terrain, donc, elles se sont effectuées donc, selon 5 transects, donc 5 sites différents, et les 22 points en fait, qu'on a pu récolter sont placés suivant un transect pour représenter le maximum de gradient par rapport à la matière organique et au carbone. Les sites qu'on a choisis, en fait, on les a fait en coordination avec les relevés de végétation pour avoir vraiment des jeux de données effectués de la manière la plus cohérente entre eux. Donc à chaque fois qu'on avait des relevés de végétation terrain qui pouvaient être pertinents avec les gradients que l'on voulait cartographier, ben voilà, on a placé un point. Donc ça nous a donné 22 relevés bien pertinents avec la végétation. Donc pour les sites, donc nous on l'a appelé le site ferré, mais en fait c'est la crique à Connard dont on a parlé pendant la précédente présentation. Le site de Petiteville, le site d'Hydroscan, des points aussi dans le marais d'Heurteville et dans l'île aux Moines. Et là, donc, je vais laisser la parole à Sébastien.
Donc une fois qu'on avait toute cette base de données, on a pu l'analyser pour produire des cartes. Donc tout d'abord, on a fait une délimitation fine des zones humides à partir de données LIDAR, du MNT, qui a été calibrée à partir de relevés floristiques et pédologiques. Et donc du coup, on a abouti à la carte que vous voyez à l'écran, qui permet l'originalité par rapport aux inventaires locaux des zones humides existants, c'est qu'elle permet de mettre en évidence les limites internes des zones humides, typiquement les bourrelets alluviaux. Lors de la réunion de restitution en octobre dernier, donc les acteurs locaux nous ont fait remarquer qu'il manquait des points terrain qui n'avaient pas été mobilisés. Donc du coup, cette carte est provisoire et va être mise à jour en 2026. Donc du coup, l'évaluation des fonctions des zones humides, elle a été spécialisée au sein du lit majeur de la Seine. Donc la première carte qu'on a produite finalement, c'est la carte des HGMU, les unités hydrogéomorphologiques, donc qui ont été extraites automatiquement à partir du LIDAR. Et donc c'est intéressant d'avoir des HGMU plutôt que des pixels sur les cartes, puisque les HGMU, c'est des unités qui sont facilement identifiables sur le terrain et qui permettent d'associer, d'attribuer des enjeux de gestion. Voilà. Ensuite, on a extrait le réseau de fossés à partir du MNT LIDAR. Donc, fossés au sens large, c'est des éléments creux linéaires, donc ça peut inclure des drains, des cours d'eau rectifiés, etc. Et donc, ça a été fait automatiquement. Et donc, là, sur la figure de droite, vous avez un exemple de la richesse et de la finesse de ce qui a pu être extrait. Donc on a non seulement l'identification du réseau de fossés, mais aussi quelques caractéristiques sur sa profondeur, sur l'encombrement par la végétation. Voilà, ça reste encore à valider à partir des relevés terrain pour avoir une idée de la précision de ces cartes. Mais voilà, on voulait vous montrer la comparaison avec ce qui avait été fait par le GIPSA Naval sur une première cartographie semi-automatique là, sur la figure en haut à droite. Donc voilà, là nous on a quelque chose de beaucoup plus détaillé, même si on retrouve les grands éléments structurants. Et donc ce réseau de fossés, on l'a croisé avec la carte des HGMU pour produire un indicateur de densité de fossés, avec les petits fossés qui ont une profondeur inférieure à 40 cm et les grands fossés. Ensuite, on a produit un premier indicateur qui renseigne sur la trophie et l'humidité des sols. Donc, comment on a fait? On est parti des données LIDAR, Spot 6.7 et des relevés floristiques pour produire une carte de végétation au sens phytosociologique. Donc, on était au niveau de l'ordre et des classes. Et donc, pour chaque ordre ou classe, on a calculé une valeur moyenne d'Ellenberg. Et ces valeurs d'Ellenberg, elles permettent de renseigner sur l'humidité et la trophie théorique potentielle du milieu, donc à une échelle assez fine. Hein. C'est donc dérivé des images de données à 1,50 m de résolution spatiale. Et voilà, on a des choses qui sont assez cohérentes. Hein. Par exemple, au niveau de la trophie, on a des valeurs plus faibles sur la tourbière du Marais Vernier, ce qui est logique, et des valeurs plus élevées sur les roselières en bord de Seine. Autre indicateur, l'occupation du sol. Donc ça a été produit à partir de séries temporelles Sentinel-2 et Landsat 8 sur 2 années. Là, cet indicateur-là, on a voulu le produire sur 2 années. Et donc pour la deuxième année, on a intégré le RPG pour voir les différences, notamment les conversions de prairies vers des cultures. Bon, il y en a eu très peu finalement, mais il y avait une volonté de faire ça sur 2 années. Autre indicateur, c'est le mode de gestion des prairies, dérivé d'une série temporelle Sentinel-2. Et donc là, l'idée, ça a été de détecter sur les profils temporels des chutes brutales de NDVI. Donc le NDVI, c'est un indice de végétation. Et donc cette chute brutale de NDVI, a priori, traduit la présence d'une fauche, donc une perte brute de biomasse, rapide de biomasse. Et là, pour le coup, il y a des grosses différences entre 2022 et 2023.
Autre indicateur, la productivité primaire annuelle nette, elle aussi dérivée d'une série temporelle Sentinelle-2. Ça correspond à la somme annuelle du NDVI, donc le NDVI est un indice de végétation. Et donc là, pareil, on peut voir des grosses variations entre 2022 et 2023. Ces variations, peuvent être à la fois liées au climat, aux précipitations notamment, et aussi aux modes de gestion hydraulique ou agricole qui sont mis en œuvre. Dans la même thématique, on a la saisonnalité des flux de carbone, donc également dérivée de la série temporelle Sentinelle-2. Donc la saisonnalité des flux de carbone, finalement, c'est la différence entre la valeur maximale et la valeur minimale de NDVI observée au cours d'une année pour chaque pixel. Donc là, pareil, des grosses variations interannuelles. Logiquement, vous voyez que les plus fortes variations, on les observe sur les zones de culture, puisqu'on passe de sols nus à des stades phénologiques très, très développés. Alors que dans les prairies, c'est beaucoup plus, prairies pâturées notamment, c'est beaucoup plus stable. On a des valeurs en bleu foncé et violet sur cette carte-là. Un autre indicateur, c'est l'humidité de surface du sol. Alors celui-là, il nécessite encore des efforts de recherche et développement. On ne l'a pas mobilisé pour la suite de l'analyse, mais on voulait quand même vous le montrer, parce qu'il est très prometteur. Donc ça, c'est dérivé d'une série temporelle Sentinelle-1. Et en fait, quand on regarde sur la vignette en haut à droite, on voit que globalement, entre l'image de janvier et l'image de juin, janvier le sol est plus humide qu'en juin. Donc là, on se dit, ok, c'est logique. Sauf quand on regarde dans le détail, sur quelques parcelles, on se rend compte qu'en fait, ces valeurs d'humidité des sols, elles sont biaisées par la couverture végétale. Et donc là, en fait, ça, c'est un produit qui est développé à l'échelle nationale par le pôle TIA. Et voilà, mais qui est surtout développé pour à des fins agronomiques sur des zones de grande culture. Et donc là, on voit qu'en milieu humide, quand on est dans les zones de prairies notamment, ça ne marche pas encore suffisamment bien. Donc il y a encore des efforts de recherche et développement à produire. Et donc un autre indice, du coup, pour estimer l'humidité du sol, au lieu d'avoir un suivi temporel, on a pris un indice topographique de position qui renseigne sur l'humidité potentielle du sol en se disant que les petites cuvettes, les petites dépressions étaient potentiellement plus humides que les zones surélevées. Autre indicateur, la fréquence d'inondation. Donc là, c'était dérivé d'une série temporelle Sentinelle-2 sur la période 2017-2023. Donc là, c'est une méthode qui a été initialement développée par la Tour du Valat sur la Camargue et qui a été réappliquée il y a quelques années sur le Marais Poitevin. Et donc là, il y a un autre test ici sur l'estuaire de la Seine. Donc au-delà, c'est des valeurs entre 0 et 1, donc on retrouve des choses très, très cohérentes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la petite vignette en bas à droite, c'est qu'on peut avoir un suivi temporel des surfaces inondées, là par exemple en prairie, quand on croise ça avec une carte d'humidité des sols. Et donc on voit bien les cycles saisonniers annuels et le pic qu'il y a eu en 2020 par exemple. L'hiver 2020, a priori, il y a eu beaucoup d'inondations. Voilà, donc une fois qu'on a eu ces 10 indicateurs, on les a mobilisés pour s'en servir, pour spatialiser les fonctions stockage de carbone et dénitrification sur 2 années, 2022 et 2023. Et donc on a fait 2 scénarios, un scénario A qui inclut tous les indicateurs et un scénario B qui inclut seulement les indicateurs spatialement exhaustifs, puisque certains indicateurs, comme l'atrophie ou l'humidité du sol dérivée des valeurs d'Ellenberg, on peut être calculés que sur des zones couvertes par des végétations naturelles, par exemple. Donc cet indicateur-là, il a été mobilisé que dans le scénario A. Donc l'approche, on a mis en œuvre une approche multicritère en 3 étapes. La première étape, elle a visé à standardiser tous les indicateurs entre 0 et 1, puisqu'initialement, ils avaient des échelles de valeurs hétérogènes. Donc, c'est la figure en bas à gauche qui illustre ça. Par exemple, l'atrophie du sol, on avait des valeurs entre 4 et 6, et pour chaque fonction, on les a standardisées entre 0 et 1. Pareil, pour l'occupation du sol, on avait des classes qu'on a standardisées entre 0 et 1 également. Deuxième étape, c'est la pondération de chaque indicateur. Alors là, on a mobilisé des experts. Il y en a un certain nombre dans la salle qu'on remercie. Et donc, pour chaque expert, on a demandé, pour chaque fonction, d'exprimer l'importance relative par paire d'indicateurs.
Et donc c'est ça qui a permis d'aboutir à cette figure qu'on voyait à droite, qui permet de montrer par exemple que la valeur de trophy elle est a priori très importante pour la dénitrification, mais moins importante pour le stockage de carbone. Voilà. Donc une fois qu'on a pondéré ces indicateurs, et qu'on les a standardisés, on les a combinés. Donc on a fait une moyenne pondérée. Et voilà le genre de résultats que l'on obtient. Donc pour la fonction stockage de carbone, on voit qu'il y a une intensité plus forte pour le scénario A que pour le scénario B, et on voit une baisse interannuelle entre 2022 et 2023, et on voit aussi, ce qui saute à l'œil, c'est qu'il y a une forte variation spatiale intraparcellaire. Quand on prend un peu plus de recul et une vue d'ensemble sur l'estuaire, on se rend compte que les intensités sont moyennes à élevées donc sur les rives sud de la Seine, sur l'espace naturel sensible, sur la vallée de la Risle, sur les tourbières, donc Marais Vernier, Heurteville, sur le Marais du Trait et également sur les îles. Sur le scénario B, donc logiquement on voit des intensités fonctionnelles plus faibles parce que là on prend en compte les zones de grande culture, donc notamment le nord du Marais Vernier, la boucle de Petiteville et la zone à proximité du barrage de Pose. Pour la fonction dénitrification, on voit également une intensité plus forte pour le scénario A, une baisse entre 2022 et 2023 et des variations également intraparcellaires. Et à l'échelle de l'estuaire, ce que l'on voit, c'est que là on a des valeurs plus homogènes, moyennes, sur l'ensemble de l'estuaire, avec néanmoins par exemple des valeurs plus élevées au sud de la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine. Et sur le scénario B, encore une fois on voit des intensités plus faibles sur les secteurs cultivés et les secteurs de gravière par exemple. Concernant la validation, en fait, ce qu'on a fait en premier lieu, déjà, c'est de regarder donc comment se caractériser en fait les données terrain biogéochimiques. Donc, on est parti de ces données terrain-là. Donc, on a fait une ACP en fait tout simplement pour les spatialiser sur 2 axes. Ça a permis de mettre en évidence en fait les principaux gradients environnementaux et les relations donc entre les variables. Donc là, sur l'axe 1, en fait, c'est plutôt un axe qui va parler donc de la fraîcheur de la matière organique, donc matière organique fraîche vs matière organique mature et transformée. Et sur l'axe 2, là, c'est plutôt un axe qui parle du poids en fait moléculaire, poids moléculaire, donc soit faible poids, soit poids élevé. Et donc, quand on spatialise en fait chaque point, chaque relevé en fait par rapport à ces 2 axes, en fait ça permet de mettre en évidence en fait les différents gradients entre les types de matière organique qu'il y a en fonction des sites. Donc par exemple le point 17 qui est tout en haut, en fait c'est le point qui était dans une vasière, et le point 13 qui est tout en bas, c'était le point qui était le plus terrestre en fait qu'on avait. Donc là on a bien tout un gradient en fait entre la matière organique plutôt aquatique, donc les pieds dans l'eau, donc dans la vasière, et la matière organique plutôt très très terrestre. Et ce qui ressort aussi ce qui est plutôt sur votre droite à vous. Donc là, c'est plutôt la matière organique qui est proche du marais, en fait, quasiment dans la tourbière, donc sur le site d'Heurteville. Donc ça, voilà, donc ces résultats-là, déjà, c'était très cohérent avec ce qu'on pouvait observer, et donc ça nous confortait en fait dans le choix des sites que l'on avait pris pour mettre en évidence les gradients qu'on voulait effectivement observer. Donc ça nous a bien conforté dans ce qu'on voulait faire. Et ça nous a aussi conforté sur la variabilité en fait des paramètres en fait biogéochimiques qu'on a relevés et mesurés, quoi. Et finalement, avec la présentation qu'on a eue tout à l'heure, en fait, ça rejoint aux mêmes conclusions. Donc ça aussi, c'est cool. Donc une fois qu'on a vérifié ça, donc on a cherché à savoir s'il y avait des corrélations entre chacun des paramètres biogéochimiques mesurés avec chacun des paramètres de télédétection que l'on a calculés et les cartes de dénitrification et de stockage du carbone que l'on a dérivées. Donc ça nous permet d'avoir en fait une matrice des corrélations.
Donc là, elle est un peu barbare, mais en fait, quand on regarde, par exemple, quand on regarde ligne par ligne ou colonne par colonne, par exemple, là, on peut se rendre compte de certaines corrélations, qu'elles soient positives ou négatives. Donc là, par exemple, entre la variable de télédétection, donc le NDVI, en fait, c'est la somme des NDVI qu'on obtient donc avec la série temporelle Sentinel-2. Donc si on regarde cet indicateur-là, en fait, il est corrélé positivement en fait, avec le composant C2. De mémoire, c'est la dégradation de la matière organique terrestre. Mais il est négativement corrélé à l'activité enzymatique du NAG et l'indice biologique BIX. Alors là, pour les questions précises, je renverrai les questions vers Edith. Mais ça permet de voir en fait, une corrélation entre la végétation dense et la matière organique terrestre. Présente dans les eaux interstitielles. Donc quand on dit ça comme ça, ça paraît logique, mais du coup là, la corrélation est mise en évidence. Donc encore une fois, ça nous a conforté dans notre étude. Cette matrice, elle nous permet aussi de voir que certaines variables sont peu corrélées. Donc là, par exemple, la variable de trophie n'apparaît pas corrélée d'une manière positive ou négative avec aucune des variables biogéochimiques qu'on a relevées. Donc bien ça mérite des analyses finalement complémentaires, soit pour confirmer qu'il n'y a pas de corrélation, soit pour l'infirmer. Mais bon voilà, pour l'instant on en est là. À cela, il faut quand même ajouter quelques warnings. Comme vous avez vu, on avait 22 points de terrain biogéochimique, donc ça reste un faible nombre de stations. Mais tout de même, avec toute l'étude qu'on a mis en place et la méthode, en fait, on arrive quand même à montrer en évidence donc, des corrélations, en fait, des corrélations significatives entre la télédétection et des variables de biogéochimie. Donc ça, c'est quand même un premier pas très, 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 très positif, en fait, grâce à cette méthode-là. Et pour conclure, on a répondu aux objectifs. Le premier objectif qui était de délimiter et caractériser finement les zones humides, on a pu le réaliser via le LIDAR et les indicateurs environnementaux à haute résolution spatiale. Le deuxième objectif qui était de regarder la dynamique de la végétation et l'hydrologie des zones humides, on a pu voir des choses déjà, des variations saisonnières et des variations interannuelles, même s'il y a encore d'autres choses à approfondir, mais déjà on a des éléments. Et le troisième objectif qui était de spatialiser et d'évaluer les fonctions, on a un premier jet, des premières cartes qui sortent sur l'estuaire, sur les fonctions de stockage de carbone et dénitrification. Donc là, c'est déjà un premier pas important, je pense. Donc ça, tout ce qu'on a été produit dans CAFES, donc c'est un gros jeu de données SIG qui est disponible en libre accès. Donc aussi bien les données de terrain, les données de télédétection, les couches intermédiaires, les indicateurs et les cartes finales fonctionnelles. Toutes ces données-là seront mises à disposition par le GIPSEN Naval. Et donc, c'est des cartes qui ont un usage de portée à connaissance important. Donc ce travail-là, ça nécessitait une collaboration pluridisciplinaire entre laboratoires, bureaux d'études et gestionnaires. Donc ça, c'est à la fois très riche, mais en même temps, c'est pas toujours, c'est complexe. Et donc ça demande beaucoup d'échanges, beaucoup d'efforts de vulgarisation, et voilà, mais c'est nécessaire. Donc en termes de perspective, justement, des valorisations, donc il y a une première version du rapport qui a été remis au GIPSEN Naval, qui a été relu par les différents partenaires, donc qui nous ont apporté des commentaires, donc merci à eux. Donc là on est en train de les prendre en compte pour avoir la version finalisée en fin d'année, avec un atlas des indicateurs associés, qui sera mis à disposition sur le site du GIPSEN Naval. Il y a des écritures d'articles scientifiques en cours, il y en a pas mal à faire, donc c'est assez important. Mais il y a vraiment des travaux originaux, des résultats originaux qu'on a mis en œuvre, notamment la grande richesse, c'est d'avoir mêlé relevés biogéochimiques et données satellitaires. C'est pas si courant que ça dans la littérature. Et Edith Parlanti a déjà, elle, participé, présenté les premiers résultats lors d'un congrès international en septembre dernier, je crois. Voilà. Et donc, dernière diapo pour les perspectives. On a identifié 3, mais il y en a bien d'autres. Donc, la première, c'est l'ajout d'indicateurs et l'amélioration des indicateurs existants par de nouvelles données, aussi bien terrain que satellitaires, de nouvelles méthodes
et surtout une collaboration renforcée avec les acteurs locaux. Ça nous paraît important. Deuxième perspective, c'est faire une évaluation, une spatialisation des fonctions en mobilisant des outils d'intelligence artificielle type machine learning. Actuellement, là, on est resté sur une approche experte qui est un peu basique. On pourrait sans doute faire mieux en mobilisant une approche machine learning, mais pour cela, il nous faudrait plus de données terrain. Et puis, troisième perspective, c'est faire un suivi sur le temps long. Là, dans le CAFES, on l'a fait sur 2 années, 2022-2023. L'idée serait de mobiliser des archives Landsat et Spot World Heritage, par exemple, disponibles depuis une 40aine d'années, pour voir des tendances sur le temps long face aux changements globaux. Donc, on vous remercie pour votre attention. Merci Clémence, merci Sébastien. Petit changement de programme, on peut aller jusqu'à 11h, donc on a le temps pour discuter 10 minutes. Si vous avez des questions, les micros sont à vous. Merci beaucoup pour la présentation, et je trouve que le produit cartographique à fine échelle sur l'ensemble de l'estuaire est vraiment une plus-value pour la compréhension de certaines fonctions. Je me demandais, par rapport aux perspectives que vous annonciez, qui étaient d'aller chercher sur les 40 dernières années, je me demandais déjà, rien qu'avec la méthodologie actuelle et les données actuelles, sans aller vers d'autres archives satellites, on peut remonter jusqu'à quelle période, avec exactement les mêmes outils, en termes de télédétection plutôt, je pense, effectivement. Avec Sentinel-2, on peut remonter assez loin pour certains indicateurs. Après, je pense qu'il y a des indicateurs, ça va être un peu compliqué. Typiquement, la carte des végétations, c'est important d'avoir des relevés qui soient bien conformes avec ce qu'on voit sur les images. Les relevés d'archives qu'on a récupérés, on les a vérifiés un à un sur les images qu'on avait pour l'année de 2022. Et ça, ça prend du temps, mais c'est nécessaire pour avoir des cartes qui soient cohérentes finalement. Donc pour remonter dans le temps, il faut... 2016. Sentinel-2, 2016. Oui, ça dépend des indicateurs, quoi. Parce qu'il y a un besoin de recalibration malgré tout des indices délivrés par la télédétection. Une fois que ça a été fait pour 2023, c'est difficile de les extrapoler sur les années précédentes sans relevé particulier. Alors ça dépend des indicateurs. Les indicateurs qui ne nécessitent pas de relevé terrain pour être calibrés, typiquement la productivité primaire annuelle nette, là on peut remonter jusqu'à 2016. Par contre, ce que voulait dire Clémence, effectivement, c'est pour certains indicateurs, typiquement l'occupation du sol ou le mode de gestion des prairies. Souvent, il faut on a besoin souvent de relevés terrain pour calibrer. Et donc là, ces relevés terrain, ils ne sont pas toujours disponibles rétrospectivement, même s'il y a des nouvelles approches qui permettent quand même de remonter dans le temps à partir de relevés contemporains. Donc 2016. Je tiens quand même à souligner que c'était un grand travail collectif, en fait. Bien sûr, on peut aller plus loin sur un certain nombre d'indicateurs, mais il y avait quand même un côté recherche-développement. C'était la première fois où on allait à cette échelle sur les lignes majeures. Donc, je salue vraiment l'effort qui a été fait, bien qu'on soit conscient en fait du fait qu'on peut intégrer plus de données, qu'on a un processus de validation encore à faire. Et il y a certaines choses, par exemple, vous avez peut-être vu des cartes qui prenaient en compte les vasières, mais vasières, on aura un petit focus cet après-midi. Donc il y a quand même encore des choses à voir. L'idée, c'était vraiment d'essayer de capitaliser toute la donnée disponible. On n'a pas réussi à le faire pour aussi des raisons un peu liées à la disponibilité de ces données, à leur coût de validation. Je pense par exemple à une bonne partie des données phytosociologiques plutôt que aussi des données concernant les sols. C'est quelque chose, en fait, c'était un premier pas, comme tu as dit, et ça sera sûrement développé ensuite dans nos réflexions. Je tenais vraiment à souligner ce côté un peu de recherche-développement qui nous assume parfaitement, et c'est un gros travail qui a été fait, donc je tiens à le saluer. Moi, j'avais une question sur justement l'utilisation des indices d'Ellenberg que vous avez donc récupérés. Et si j'ai bien compris, vous les avez appliqués
au rang classe et ordre, ou genre, je ne sais plus ce que vous... ordre. Alors, en fait, ça me pose enfin, je vous pose la question, c'est quoi finalement le biais que ça peut induire d'appliquer cet indicateur qui est à dire d'experts sur des rangs taxonomiques qui sont finalement très très larges pour avoir une indication qui est extrêmement précise au niveau spatial. Oui, c'est effectivement une remarque qui nous a été faite lors de la restitution du projet. Effectivement, initialement, on visait le niveau alliance, voire association. Sauf que en fait, ça engendrait un nombre de syntaxons très important sur l'ensemble de l'estuaire. On était à plus d'une soixantaine, je crois. Et le modèle, la méthode ne permettait pas de les discriminer suffisamment bien à partir de données de télédétection. Donc, il y a eu le choix a été fait d'agréger les syntaxons à un niveau plus global. La contrepartie, donc l'avantage, c'est que du coup, ça améliore la qualité de la carte. La contrepartie, c'est qu'effectivement, on a une plus grande variabilité des valeurs d'Ellenberg associées à chaque syntaxon. Donc, ça veut dire, quand on regarde cette carte, il y a un écart type, en fait, une variabilité associée à chaque syntaxon qui peut parfois être faible, parfois être fort, ça dépend. Pour être pris en considération, en fait. Voilà. Et est-ce que vous avez cherché à regarder non plus sur le côté phytosociaux, mais composition et donc à l'échelle des espèces, c'est-à-dire récupérer l'indicateur, la VI, la valeur indicatrice de chaque espèce, pour calculer finalement une moyenne de la valeur de votre communauté végétale? Oui, alors c'est ce qui a été fait par en fait Gwenaël Perrin, qui est phytosociologue, qui a participé au projet. En fait, pour chaque syntaxon, effectivement, il a regardé la composition floristique moyenne typique de chaque syntaxon, et il a calculé une valeur, il nous a fourni une valeur d'Ellenberg de cette façon. La valeur moyenne qu'il a fournie, c'est au niveau de l'alliance. En fait, c'est vraiment comme ça qu'il a construit sa base de données. Ouais, il est resté sur les classifications phytosociologiques, en fait. Oui, c'est ça. Mais par contre, dans la base de données, il y a vraiment l'information de chaque composition. Voilà, c'est ça. Par contre, pour la modélisation des cartes de végétation, on l'a tenté à l'alliance, pardon. Mais en fait, il y a des alliances, elles avaient 3 points, 4 points. On ne fait pas de modélisation avec 4 points, surtout à cette échelle-là. Du coup, c'est pour ça qu'on s'est dit, faut rester rigoureux quand même dans la méthode. Et donc, le plus rigoureux, c'était d'aller à minima à l'ordre. On n'a pas pu faire plus fin par ça. Et l'autre option, sinon, ça aurait été de faire une régression, c'est-à-dire qu'au lieu de vouloir passer par l'étape classification des syntaxons, directement calculer pour chaque relevé floristique sa valeur d'Ellenberg, regarder les valeurs spectrales associées et faire une régression. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Julien? Oui, Julien Delofre, M2C. J'ai peut-être raté, mais je n'ai pas vu d'erreur associée à chaque indice, notamment après quand vous interprétez sur différentes années. Est-ce que vous interprétez tout? Est-ce qu'il y a certaines variations que vous considérez qui est dans votre gamme d'erreurs, en fait, sur vos indices? Alors, effectivement, dans le diaporama, on n'a pas précisé la précision de chaque indicateur. Elle a été évaluée, ou elle reste à évaluer dans le cadre des publications scientifiques qui vont venir. Donc, oui, il y a par exemple la carte de végétation qui a servi à calculer les valeurs d'Ellenberg. Elle a une précision aux alentours de 75. Merci. Pareil, le mode de gestion des prairies, elle avait une bonne précision estimée. 85. Merci. Après, il y a des indicateurs dont on n'a pas pu encore évaluer la précision. On pense notamment à la fréquence d'inondation. Là, il aurait fallu mobiliser, en fait, on les avait, en fait, on les a pas mobilisés. C'est par exemple les données de débit ou des images drones pour essayer de corréler ça. Voilà. Mais oui, effectivement, il y a un travail de calibration qui pourrait être. En fait, il y a des petits leviers d'amélioration qui pourraient être apportés, notamment par l'apport de données terrain supplémentaires. Le mode de gestion des prairies, par exemple, on a eu les relevés essentiellement fournis par la réserve nationale de l'estuaire de la Seine. Ça aurait été idéalement, il aurait fallu en mobiliser sur l'ensemble du site d'études, mais on n'a pas pu. Voilà. Donc c'est un enjeu important, en fait, les données terrain.
juste pour compléter, il n'y a pas de bonne télédétection sans bon relevé terrain finalement. Enfin, l'étude qu'on a fait là, elle enlève absolument pas l'importance des données terrain. Finalement, elle la conforte en fait. Sans données terrain, on fait pas de bonne télédec, quoi. Donnez-nous de la donnée terrain. Bonjour, j'ai une question sur la cartographie des dynamiques hydrologiques, notamment sur le choix des années 2022 et 2023. On sait que 2022, c'est une année qui était particulièrement sèche, donc, du point de vue hydrologique et pédologique. Donc, est-ce que les résultats de 2022 là sont représentatifs du fonctionnement de l'estuaire en temps normal? Ah, C'était cette diapo-là que vous vouliez... oui, exactement, Ouais. exactement, ouais. Donc, je me dis, est-ce que l'année 2022, cette sécheresse, ça n'introduit pas un biais que vous aurez, je sais pas, pris en compte ou non? Bah, j'ai envie de dire si forcément, mais même pour les relevés biogéochimiques, finalement, on les a relevés donc en 2023 et c'était aussi hyper compliqué de relever l'eau en fait des sols. Edith pourra en témoigner. À chaque fois, il tombait sur des sols un peu plus secs que d'habitude. Donc forcément, avec des années, on va dire des années outlier par rapport à ce qu'on devrait observer, bah, il y a forcément un biais dans l'étude, mais pour le coup, là, on n'a pas pu faire mieux. Et d'où l'intérêt de la première question, d'essayer de faire un suivi sur plusieurs années pour essayer de prendre en compte cette variabilité interannuelle. En tout cas, il y avait des délais projets. Après, difficile de dire ce qui est normal. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut aller pour la pause café. Et on se retrouve En 20 minutes. dans 20 minutes. 11h15.